Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer notre référencement sur la plateforme. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, écrivez-nous dans les commentaires. Au programme ce soir, nous commençons avec l'examen impossible du budget. Après avoir soutenu la Macronie et collaboré au maintien du gouvernement Lecornu, les socialistes et les républicains sont en passe de se faire avoir et avant eux, les Français, comme prévu. Une semaine après le cambriolage du Louvre, 2 individus ont été interpellés samedi alors qu'ils tentaient de quitter le territoire. Les joyaux, eux, sont toujours introuvables. Et puis nous reviendrons sur un exemple du 2 poids 2 mesures en matière de politique étrangère. Alors que les dirigeants européens sont obsédés par la prétendue menace russe, un pays est occupé depuis 50 ans sans que personne ne s'en émeuve. Chypre. Les traîtres seront-ils bientôt trahis ? Quelques jours après l'échec de la censure du gouvernement Lecornu 2, l'examen du budget révèle comme prévu l'impossibilité de trouver un compromis dans l'hémicycle. Le point tout de suite. Beaucoup de bruit pour rien. Après un examen en commission, le budget 2026 est désormais au cœur des débats de l'Assemblée nationale. Si certains articles ont été repoussés pour être débattus en présence du ministre de l'économie Roland Lescure, à l'image de la désormais célèbre taxe Zuckman, les textes observés depuis samedi ont déjà dessiné les grandes lignes. Tout porte à croire qu'aucun consensus ne pourra être trouvé sur le texte avant le 31 décembre, date butoir pour l'entériner. Dans un palais Bourbon divisé en 3 blocs aux bordures fluctuantes, tout indique que l'Assemblée restera irréconciliable. Ce lundi, tandis qu'une partie des députés siégeaient en commission des affaires sociales pour examiner le projet de loi de finances de la sécurité sociale, d'autres étaient dans l'hémicycle pour observer le volet recettes du budget. Et qui dit recettes pour l'État, dit impôts pour les Français. Un point qui ne recueille pas le consensus. Malgré l'absence de députés Reconquête à l'Assemblée nationale, Éric Zemmour a le mérite d'être très clair sur ce point. C'est que nous sommes le pays le plus taxé du monde, donc il faut baisser les taxes, toutes les taxes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne sont pas assez taxés et d'autres qui sont trop taxés. Je pense que tout le monde est trop taxé. Le patron de ce qu'il reste des Républicains, Laurent Wauquiez, tente quant à lui de tenir la même ligne. Dans cette bataille budgétaire, la droite républicaine vient de remporter 2 victoires. Ce budget, il va être ce qu'on va en faire. Et vous connaissez notre ligne. On veut s'opposer aux augmentations d'impôts et nous voulons qu'on puisse, à travers ce budget, revaloriser le travail. On a d'abord obtenu, et c'était très important pour nous, d'écarter toute augmentation d'impôts sur le revenu. C'est un budget où il y a beaucoup trop d'augmentation d'impôts. Et donc notre travail, méthodiquement, on le fait amendement après amendement, c'est de faire sauter toutes les taxes et toutes les augmentations d'impôts. Une tactique perçue très différemment par l'opposition, notamment par Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Donc en fait, on est en train de mentir aux gens parce qu'ils se sont structurellement organisés pour que ça ne passe pas. Et c'est pas la Rassemblement national. C'est les partis de la majorité et le gouvernement entre eux. Il y avait une jauge de limitation des amendements. Le Rassemblement national a respecté sa jauge avec l'UDR. Le Parti socialiste, je suis honnête, a respecté sa jauge. Et les membres du bloc central, Renaissance et LR en particulier, ont fait exploser le compteur. Ils sont à 1500 amendements. Donc ils font de l'obstruction parlementaire. Bien sûr qu'ils font de l'obstruction parlementaire avec le cœur sur la main. De l'obstruction parlementaire pour que le texte ne puisse pas être intégralement examiné et parte à la Chambre haute. C'est ce qu'expliquait le député Lyotte, Charles de Courson. Donc le schéma de l'année dernière peut se reproduire, c'est-à-dire rejet de la première partie. Or, si on rejette la première partie, qui est la partie recette, il n'y aura pas de deuxième partie. Donc direction le Sénat, dans la version initiale du gouvernement. Au Sénat, il y aura un accord, en commission mixte paritaire aussi. Le problème, c'est le retour à l'Assemblée pour le vote final. Un vote final qui devra faire l'économie du 49-3 puisque Sébastien Lecornu a obtenu le soutien des socialistes en faisant cette concession, en plus de la suspension désormais très incertaine de la réforme des retraites, d'autant plus incertaine que le président de la République a depuis réécrit l'histoire. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Un revirement qui a littéralement ridiculisé à la fois le Premier ministre et le Parti socialiste, lequel avait déjà été accusé d'avoir maintenu Sébastien Lecornu pour ne pas risquer une dissolution dans laquelle il finirait par perdre des sièges de députés. Mais le plan du PS a déjà du plomb dans l'aile. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que si nous n'arrivons pas à dégager les marges de manœuvre
dans cette première partie du projet de loi de finances, nous ne pourrons pas ensuite effacer les erreurs. Donc, dans ces cas-là, si nous n'avons pas obtenu gain de cause dans cette première partie du projet de loi de finances, nous ne pourrons évidemment pas approuver la suite et donc nous serons amenés effectivement à voter contre et censurer. Tout ça pour ça. Les socialistes auront donc uniquement contribué au maintien d'un gouvernement absolument incapable de faire passer un budget au Parlement. Un tour de magie signé Emmanuel Macron. Nouvel épisode dans le feuilleton du cambriolage au Louvre. Une semaine après les faits, 2 individus ont été arrêtés. Les suspects allaient partir à l'étranger, mais le mystère reste entier car les joyaux, eux, restent introuvables. Explication de Renaud de Bourleuf. Des Arsène Lupin version 21e siècle. Samedi, 2 suspects du cambriolage du Louvre, commis dimanche 19 octobre, ont été arrêtés. Aux alentours de 22h, un individu de 35 ans, de nationalité franco-algérienne, a été interpellé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour l'Algérie. Le même soir, un autre suspect, âgé de 40 ans et de nationalité française, a été arrêté à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il s'apprêtait, quant à lui, à fuir vers le Mali. Samedi soir, ils ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminels, une garde à vue qui peut durer 96 heures, c'est-à-dire jusqu'à mercredi soir. Les individus ont été identifiés par des prélèvements ADN détectés sur les lieux du cambriolage, notamment sur le camion nacelle qui leur a permis de monter au premier étage du musée et d'accéder à la galerie Apollon. Ils avaient aussi abandonné des gants, 2 disqueuses, un chalumeau, ainsi qu'un gilet jaune sur les lieux, permettant à la police technique et scientifique de retrouver leurs traces. Les suspects étaient connus des services de police pour des vols sophistiqués, l'un d'eux pour braquage de bijouterie. Selon les premiers éléments connus, ce sont des exécutants expérimentés capables de préparer des opérations complexes sur commande. Plusieurs questions demeurent en suspens. Quel est leur rôle exact dans le vol des joyaux de la couronne ? Faisaient-ils partie des 4 cambrioleurs ou étaient-ils des complices ? S'agit-il d'un réseau de criminalité organisée, d'un trafic international d'art ou d'une opération montée par un collectionneur privé ? La question d'une aide interne est sur la table, un sujet évoqué par les experts dans les jours qui ont suivi le casse. Moi qui travaille depuis 40 ans sur les questions de sécurité et de criminalité organisée, il n'y a pratiquement aucune attaque de fourgon blindé, aucune attaque de bijouterie sans une complicité intérieure. Parce qu'en réalité, on ne peut pas le faire autrement et qu'il faut savoir où sont les alarmes, etc. Dimanche, le journal britannique The Telegraph a affirmé détenir des preuves selon lesquelles un gardien du célèbre musée parisien est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles aux cambrioleurs sur le dispositif de sécurité et les horaires de ronde. Ainsi, les voleurs avaient pu être mis au courant de la faiblesse des systèmes de sécurité. La faille la plus importante est celle de la galerie Apollon, où la seule caméra de sécurité présente n'est pas dirigée vers le balcon par lequel les cambrioleurs sont entrés. Reste à savoir si le complice en question aurait pu informer le gang concernant la fragilité des vitrines, car le vol semble avoir été possible à cause de la fragilité des nouvelles vitrines installées en 2019, où le verre blindé a été remplacé par des vitrines dites ultramodernes, plus fragiles et bien moins sécurisées. Devant la commission des affaires culturelles du Sénat, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, est revenue mercredi sur cette question. Ce qui est très frappant lorsque l'on est sur place, c'est qu'en fait les verres n'ont pas été brisés. Ils ont été fendus et en fait les voleurs ont passé leurs mains, mais le verre a résisté. Et on voit bien que ce sont des vitrines de très haute qualité, mais qui là encore répondaient à un type d'action. C'était l'idée d'une attaque par arme qui était en tête en 2019 et non pas les matériaux lourds qui ont été utilisés pour le drame de dimanche dernier. Des vitres de très haute qualité qui ont toutefois rendu possible le vol des joyaux de la couronne. Des bijoux qui précisément restent toujours introuvables, laissant planer l'hypothèse selon laquelle ils auraient déjà été fondus après que les pierres ont été desserties, à moins que les pillards aient déjà eu le temps d'envoyer les trésors de la France à l'étranger. Bruxelles trie toujours ses indignations. Depuis 50 ans, la moitié du territoire de Chypre est occupé par la Turquie. Cet État membre de l'UE est donc scindé en deux dans le silence assourdissant des institutions bruxelloises. Olivier Frère-Jacques. Imaginez un pays européen occupé par une puissance étrangère. Que ferait alors l'UE pour cet État ? On pense immédiatement ici à des déclarations guerrières et au soutien militaire qui accourt depuis plus de 3 ans vis-à-vis de l'Ukraine, État non membre de l'Union européenne. Et pourtant, il ne s'agit pas de regarder aussi loin. Il existe bien un État membre de l'UE qui se trouve occupé par un État étranger.
Depuis 50 ans, Chypre est en partie occupée par la Turquie, une occupation qui s'inscrit dans un contexte historique conflictuel avec l'Empire ottoman puis la Turquie dans le bassin méditerranéen, comme nous l'explique le géopolitologue Antoine Delacoste. Entre Chypre et la Turquie, c'est une vieille affaire. L'Empire ottoman avait déjà occupé du XVIe siècle jusqu'au XXe quasiment, disons fin XIXe pour être plus précis. Et ensuite, ce sont les Anglais qui ont mis la main dessus, et Chypre finalement n'est indépendante que depuis 1960. Et compte tenu de sa position stratégique, la Turquie n'a jamais cessé de lorgner sur Chypre. Et ils ont profité d'un prétexte politique au moment de la Grèce des colonels et de la tentative des nationalistes grecs de jumeler Chypre avec la Grèce pour l'envahir, pour protéger la communauté turque qui aurait été soi-disant menacée. Du fait que la Chypre avait été occupée pendant 250 ans par la Turquie, eh bien évidemment il y avait une communauté turque relativement importante. Et donc ils ont pensé que cette communauté serait menacée, ou tout au moins ils ont fait semblant de le penser, et ils ont envahi à ce moment-là Chypre. Et comme c'était un vieux rêve, il était évident dès ce premier jour de 1974, date de l'invasion, que jamais il ne la rendrait. La Turquie, déterminée et puissance assumée face à un vieux continent stoïque. La donne est aujourd'hui d'autant plus compliquée pour Bruxelles qu'Ankara est intégrée dans le jeu international et dispose de sérieux arguments. Aujourd'hui, ils occupent un tiers de l'île dans l'indifférence générale. La Turquie est membre de l'OTAN, donc c'est difficile de toucher à la Turquie, qui en plus occupe une position stratégique importante. L'Amérique veut ménager la Turquie, l'Europe veut pas trop de mal à la Turquie, qui est toujours d'ailleurs candidate officielle à l'adhésion à l'Union européenne. Et donc tout cela fait que personne ne demande vraiment à la Turquie de s'en aller, à part Chypre, qui est vraiment le seul pays. Normalement d'ailleurs Chypre n'aurait pas dû adhérer à l'Union européenne, parce qu'un pays occupé ne peut pas y adhérer, comme un pays en guerre par exemple. Mais on a fait fi de cette règle et on a fait adhérer Chypre à l'Union européenne alors qu'elle est occupée, ce qui veut dire que finalement on n'en a rien à faire et que Chypre sera toujours occupée par la Turquie dans sa partie nord-est. L'intégration de Chypre à l'UE, alors même que le pays était occupé, pourrait d'ailleurs donner des idées à ceux qui voudraient intégrer Kiev à l'UE. Une idée à double tranchant car elle montrerait que, comme pour Chypre, s'arrimer aux navires bruxellois ne garantit en rien un soutien militaire de l'Union qui s'avère être, en matière de défense et de souveraineté, un tigre de papier, pour reprendre une expression tarte à la crème. Alors que la Turquie s'inscrit dans une perspective de puissance et d'influence avec une vision civilisationnelle de son destin, l'Europe et ses États membres, impuissants et rattachés à des valeurs abstraites d'un humanisme fantasmé, apparaissent ici faibles et bien incapables d'assurer l'intégrité territoriale d'un de ses États membres à la superficie inférieure à celle de l'Île-de-France. Pour Antoine Delacoste, l'affaire chypriote est aujourd'hui considérée comme classée et la perspective d'une réunification est complètement évacuée. L'affaire a été considérée comme classée et donc si de temps en temps, dans certaines réunions, mais de façon alors vraiment très aléatoire, le sujet est évoqué, mais pas vraiment d'une façon structurelle et pas vraiment, surtout d'une façon où on demande à la Turquie quelles sont ses intentions pour préparer un éventuel plan de départ. Ce sujet-là n'est jamais évoqué en tant que tel sous l'angle d'un départ de la Turquie. Tout le monde a considéré maintenant que c'était un fait acquis et je pense que c'est pour toujours. Il y a eu des élections il y a quelques années où il y avait un parti chypriote dont le sujet était la réunification de Chypre. Les Turcs ont tout de suite prévenu il n'y aura jamais de réunification de Chypre. Si la communauté turque est à nouveau menacée, eh bien nous interviendrons. Donc tout le monde en a pris son parti, c'est terminé. En plus de ça, au moment de l'invasion turque de 1974, les populations chypriotes qui se trouvaient dans la partie occupée par la Turquie maintenant ont été déplacées, se sont enfuis, beaucoup ont été tués d'ailleurs par l'armée turque, se sont enfuis et ne reviendront jamais chez eux. Et à contrario, tous les Turcs qui se trouvaient dans la partie chypriote actuelle, que sur place d'ailleurs les Chypriotes appellent la partie grecque, eh bien ceux-là ont également quitté leur village et se sont installés dans la partie turque. Donc vraiment, vous avez deux pays aujourd'hui.
Et l'on poursuit à présent avec l'actualité en bref en France. Jean-Michel Fauvergue, candidat à la magistrature suprême. Qui de plus adapté pour sortir un forcené de l'Élysée que l'ancien patron du RAID? C'est sans doute ce que s'est dit Jean-Michel Fauvergue avant d'annoncer à Sonia Mabrouk dimanche que son dernier livre devait être pris comme un programme présidentiel. Si être candidat à la présidentielle, c'est effectivement déployer du courage, si c'est faire le bilan des choses telles qu'on doit les faire, si c'est apporter un certain nombre de solutions, et si c'est ensuite travailler sur ces solutions-là, oui, je suis candidat. Jean-Michel Fauvergue misera sans doute sur son expérience acquise au RAID, notamment lors de l'assaut qu'il a dirigé à l'hypercachère de Vincennes contre le terroriste Amédi Koulibaly et lors des opérations au Bataclan où il se trouvait. Il n'en reste pas moins que ce policier d'élite à la retraite est aussi devenu un pro de la politique puisqu'il a été élu député de Seine-et-Marne de 2017 à 2022 sous l'étiquette de « La République en marche ». Pas sûr donc qu'il ait l'habit pour bouleverser la sclérose politique actuelle. Déséquilibré ou terroriste, ce lundi s'ouvre à la Cour d'assises spéciale de Paris le procès d'un certain Abdallah Osman Ahmed. Le 4 avril 2020, ce Soudanais, alors âgé de 33 ans, était sorti dans la rue en plein confinement à Romans-sur-Isère pour poignarder 7 personnes au hasard. 2 des victimes ont succombé à leurs blessures. Il comparaît alors pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mais Abdallah Osman Ahmed affirme avoir entendu des voix avant les faits et avait déjà fait un passage dans un hôpital psychiatrique 2 ans plus tôt. L'accusé alterne entre justification religieuse et troubles psychiatriques. 3 expertises s'opposent, l'une conclut à l'abolition du discernement, 2 autres à son altération. Au cœur du procès, déterminer si Abdallah Osman Ahmed était un terroriste ou un fou, ou les 2. Nouvelle profanation d'église. Dimanche matin, à Châtellerault dans la Vienne, des excréments ont été trouvés à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste. Des faits similaires se sont produits au cours des dernières semaines dans 2 autres églises de la ville. À quelques kilomètres, Poitiers a fait l'objet de plusieurs attaques au cours des derniers mois. Un incendie criminel à l'église Saint-Hilaire, des vandalismes à l'église Saint-Jean de Montier-Neuf. Sur l'ensemble du territoire français, 50 églises ont été incendiées ou ont subi une tentative d'incendie sur la seule année 2024. Cette même année, 288 vols d'objets installés dans des églises ont été enregistrés. Moins de recettes avec les radars. Selon des données publiées vendredi par le ministère de l'économie, les radars ont rapporté 889 millions d'euros dans les caisses de l'État en 2024. C'est une baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Ce ralentissement est dû à de nombreuses dégradations, mais aussi à de l'obsolescence des 4068 radars installés sur le territoire national. En effet, 2 radars sur 10 étaient hors d'usage. Notons que sur les 13 millions de contraventions de l'année 2024, soit environ 190 excès de vitesse recensés chaque jour, 60% sont des petits dépassements de moins de 5 km/h. Mais les autorités auraient trouvé de nouveaux moyens pour relancer le chiffre d'affaires des radars, l'intelligence artificielle pour détecter le téléphone au volant ou le non-port de la ceinture. Et à présent, l'actualité internationale. Tapis rouge asiatique pour Donald Trump. À Kuala Lumpur, en Malaisie, le président américain a obtenu des engagements inédits d'une majorité des pays du bloc régional de l'ASEAN, l'organisation réunissant les nations d'Asie du Sud-Est. Au menu, droit de douane à 20% en moyenne sur les exportations régionales, promesse d'achat de produits américains et un engagement à ne pas priver les États-Unis des terres rares stratégiques. Cette tournée marque une dynamique de repositionnement de Washington en Asie-Pacifique. Pas sûr toutefois que ces concessions suffisent à contrebalancer la montée en puissance de la Chine, avec qui Trump est à couteau tiré. Le président américain doit rencontrer son homologue Xi Jinping jeudi lors de son passage au Japon. Nouveau bras de fer entre Netanyahou et Trump. Une quinzaine de jours après le plan de paix à Gaza du président américain et diverses ruptures de cessez-le-feu, le Premier ministre israélien grince des dents quant aux annonces concernant les forces de sécurité de la zone. En effet, le président américain a annoncé que la force internationale de stabilisation serait essentiellement composée de troupes issues de pays arabes et musulmans. Une disposition à laquelle s'oppose Netanyahou, réclamant désormais un droit de veto sur le choix des membres des forces de sécurité. Le Premier ministre s'oppose tout particulièrement à la présence d'une délégation turque. Victoire décisive pour Javier Milei en Argentine. Son mouvement La Liberté Avance vient de s'imposer largement lors des élections législatives de mi-mandat, raflant près de 41% des voix face à l'opposition péroniste. Une victoire qui offre au président une marge de manœuvre inespérée après une campagne marquée par les doutes, l'instabilité économique et les critiques internes. Le président se retrouve désormais en position de force. Ce succès électoral est toutefois loin d'être une fin en soi et il s'annonce comme un vrai test institutionnel. Javier Milei doit désormais traduire cette victoire en capacité à gouverner.
pour mettre en œuvre ces réformes économiques. Il n'en reste pas moins que le résultat du scrutin sonne comme un soulagement pour le président argentin, à qui Donald Trump avait promis une aide de 40 milliards en cas de victoire. Les médias subventionnés relaient l'affaire qui oppose Brigitte Macron à Candace Owens. Après des mois, voire des années d'une omerta totale, BFM TV ainsi que Le Monde et bientôt d'autres médias s'emparent de l'affaire qui dérange le couple présidentiel. Dans un documentaire de plus d'une demi-heure, la chaîne de Patrick Drahi, dirigée par Fabien Namias, a diffusé un numéro de Ligne Rouge intégralement consacré à cette affaire, souvent nommée « affaire Jean-Michel Trogneux », selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. En réalité, cette couverture médiatique correspond à l'ouverture d'un premier procès pour cyberharcèlement commençant ce lundi en France, tandis que le président français et la première dame ont aussi déposé plainte aux États-Unis contre Candace Owens, qui entend apporter des preuves lors des débats. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit le docteur en droit et chef d'entreprise Yves Lenné pour évoquer la faillite économique de l'État-providence. Elle a raison. Pourquoi ? Alors c'est aussi le problème des immigrés vis-à-vis, enfin des immigrés, c'est pas le mot parce que c'est des gens qui sont nés en France, ce ne sont pas des immigrés, mais disons des gens de la diversité par rapport aux aides sociales. On leur offre le lait qui va venir automatiquement de la vache étatique par un tube dans la bouche. Et puis ils vont dire non, va des rétros, Satanas, ce lait de la vache étatique, je n'en veux pas, je veux travailler. Il fait partie des idiots des Bonnie Woods, s'il dit ça. Et le revenu universel. Le revenu universel, la couverture médicale universelle, tous ces mécanismes qui, en réalité, récompensent les gens qui ne font rien au détriment de ceux qui se défoncent. C'est ça la réalité de la redistribution. Également au programme, demain mardi, à partir de 7h, un nouveau Zoom avec Jean-Paul Gourevitch. Il présente son dernier ouvrage, Les contes de fées de notre enfance. Vous mettez un point d'honneur à démontrer que, contrairement à la doxa, il ne s'agit pas simplement d'une littérature d'évasion pour les enfants, mais aussi de refuge pour les adultes. Oui, de refuge et parfois d'une transposition de la réalité politique à travers les contes de fées. Ça se voit très bien dans les contes de fées chinois, qui n'ont pas échappé au maoïsme, même si ils voulaient s'en détacher un peu. Ça se voit aussi dans les contes de fées de l'Amérique du Sud, où on voit assez facilement revenir des tendances, un retour vers les peuples primitifs, vers le moment où on imaginait que le soleil était une sorte de divinité. Donc, vous avez à travers cela la lecture d'une société d'hier et parfois aussi d'une société d'aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.